Cette vidéo est sponsorisée par Revolut. Revolut, c'est une banque en ligne qui vous permet d'avoir un compte bancaire gratuit. La création du compte se fait en moins de 5 minutes et plus de 40 millions de personnes utilisent déjà Revolut. Alors on va faire la liste. Gérard, Isabelle, Virginie, Catherine, Bertrand, très sympa, Yves, Philippe, un peu connard Philippe quand même. Et bah ça fait plus que 39 millions à citer. Allez, avec Revolut, vous pouvez créer une carte bleue virtuelle éphémère. Vous pouvez faire des achats en ligne en toute sécurité puisque les infos ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Ce qui vous permet d'acheter des trucs dégueulasses sur internet, genre ça. Bonjour. C'est un festival de blagues. Vous pouvez choisir entre une carte bleue standard, pour les pauvres, ou une carte en métal personnalisable, pour les gens moins pauvres et surtout avec extrêmement de goût. À l'envers. Genre là, il y a une voiture, et il y a un... Les paiements sont gratuits et instantanés entre les comptes Revolut, et vous pouvez aussi payer vos amis ou leur demander de rembourser instantanément, même s'ils n'ont pas de compte Revolut. Tu peux rembourser, s'il te plaît? En passant par le lien en description, Revolut vous offre 20 € et l'un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner 1000 €. Merci à Revolut et bonne vidéo. Et c'est un clap avec un cadre un peu meilleur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau format qui possède un nom maintenant, mais avant qu'on en parle, j'ai un peu corrigé le cadre, un peu, et un peu le son aussi. Un peu. Alors, je vous mets, hein, ça c'est l'ancien, voilà, à peu près comme ça là. J'espère que pour vous ça va, moi ça va super, à une nuance. La dernière fois, je vous ai demandé de donner des titres potentiels pour ce format, où j'avais pas vraiment d'idée et je vous demandais qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Il y a des gens qui ont proposé des trucs très bien, d'autres gens qui ont proposé des trucs... Alors, j'ai fait un petit florilège. Je sais pas si c'était nécessaire quand je vois certains des trucs, mais bon. Alors, dans les trucs proposés, j'ai de la part de Florian Bertonèche, FDP, fan de pilotage. Et oui, en fait, je sais pas ce que ça donnerait. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce gros FDP. Bah non. Non, bah non. Alors, j'ai différents noms. J'ai eu Warm Up, pourquoi pas. Père Castrol, petite blague, Castrol, l'huile. Laisse tomber. Automito, alors ça j'ai pas eu ça. Pourquoi bon. Sylvain de Taras, c'est précisé, prononcé à l'anglaise. Sylvain Taras. C'est non, hein, non. Il y a quelqu'un qui a proposé C'est pas sorcier. Alors c'est très gentil, mais c'est déjà pris, en fait. Ah bon? Alors vous avez été nombreux à proposer Syltech, ou Sylvaintech, ou Lifetech. Et c'est gentil, mais non. DTR, pour déter ou dans ton rétro. Mais les loulous ont de l'imagination, hein. CPT, voire même DTC. Mais c'est pas précisé ce que c'est DTC. Je tiens quand même à dire que le commentaire le plus liké, c'est différent. Pourquoi ça bip quand je parle? Différent. Il y a Allô? Il y a ça bug, hein. Bon. Alors ça sera pas ça, hein, tant pis. Hein. En plutôt beaucoup liké, il y a eu DRS. Destin raconté par Sylvain. Très sympa. Très Formule 1, mais très sympa. Et oui, hein, le reste des commentaires, c'est surtout pour dire que c'est mal cadré. Voilà, donc j'espère que ce format va mieux. J'essaye. Du coup, j'ai farfouillé les commentaires à la recherche du titre qui va bien, à la recherche du truc qui parle à tout le monde, qui soit catchy, qui marche et qui rappelle le monde de la bagnole. Et ce format va s'appeler VTech. Et c'est pas juste Vultech avec 2 lettres en moins, c'est pas vrai. Non, VTech, comme chez Honda, et comme les tablettes de jeu pour enfants aussi. VTech j'aime bien, ça rappelle la continuité du Vultech, et ça fait référence au système de levée variable de soupape de chez Honda, vous savez, le VTech, qui est incroyable. Ça fait bagnole, c'est facile à retenir, c'est un petit clin d'œil avec le passé, ce format s'appellera VTech. Après, si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire. Hein. Ça changera pas, mais vous pouvez le dire. Vous avez été plusieurs à proposer ça, et merci. Comme quoi, ce format ne s'appellera pas FDP finalement. Même si on a été à ça, hein, parce que ça m'a beaucoup fait rire. Et aujourd'hui, pour ce premier VTech, je vais vous parler d'une écurie de sport auto française. Une écurie française qui a établi le plus beau record de l'histoire du sport automobile. Rien que ça. Un record qui est incroyable, et un record qui est encore aujourd'hui un record imbattable. Une toute petite écurie française qui aura remontré aux plus grandes comment on fait le record le plus incroyable du sport auto. Ce record tient encore aujourd'hui et ce record est détenu par WM. Il faut que je vous resitue quand même un peu l'histoire. Nous sommes en 1968. Cette histoire inclut 2 personnes, Gérard Welter et Michel Meunier, pour respectivement W
M. Et ces deux personnes ont en commun de travailler au département du style de Peugeot. Alors même si Michel Meunier, on le connaît un peu moins, Gérard Walter sera surtout connu pour être le directeur du style de Peugeot dans les années 70 et 80. Par exemple, la Peugeot 205, c'est Gérard Walter. Gérard Walter sera le responsable du style de Peugeot pendant de nombreuses années, et c'est Gérard Walter qui créera pour Peugeot certains de ses designs les plus connus. Dans une époque qui est plutôt fastueuse, donc Gérard Walter, c'est pas n'importe qui. Avec son pote Michel Meunier, qui travaille aussi au design de Peugeot, ils ont en commun d'adorer la bagnole, et surtout le sport auto. Et les deux ont un problème. Peugeot est une marque un peu vieille, hein. T'imagines qu'aujourd'hui, Peugeot, c'est déjà pas la marque la plus fofolle de la gamme. À l'époque, c'est Et oui, Peugeot à l'époque, c'est des voitures plutôt statutaires, des voitures plutôt classiques qui s'adressent aux pères de famille raisonnables, aux chefs de petite entreprise, aux commissaires de la ville du coin, mais pas vraiment au sport foufou. Alors quelques années avant, ils ont quand même commencé à faire des trucs un peu zinzin, notamment avec la 404 diesel qui s'est amusée à faire des records sur l'anneau de Montlhéry, même si c'était surtout des records de consommation et de longévité. Ce qui est bien, c'est que en faisant ce record, ils ont fait un truc foufou, mais pas trop. En fait, à la base, ça partait d'un bon sentiment. Ils ont pris une 404 qu'ils ont coupé pour la faire aéro et ils l'ont lancée pour faire le plus de tours et battre plein de records. Alors ça a marché, elle a battu plein de records, hein. Mais genre elle a battu le record de la voiture qui tourne le plus longtemps. Et pas forcément vite, puisqu'elle avait 130 km/h de moyenne. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui mettrait deux chaussettes de deux couleurs différentes le même jour. Eh, je suis foufou. Eh, j'ai mis deux chaussettes différentes. Mais quand même, les deux sentent qu'un petit truc commence à se passer. Peugeot est peut-être ouvert à l'idée de faire un peu de dinguerie. Un peu. Les deux sont quand même très fans de Peugeot. Ils sont fiers de travailler dans cette entreprise. Et ils vont commencer à créer en 68 leur écurie de sport auto. Voilà, alors ça c'est le terme un peu pompeux. On se calme quand même. Leur premier prototype, il est basé sur une 204. Voilà, donc ce proto là, c'est la P69, parce qu'elle est créée en 69, sur une base de Peugeot, P69. Et l'entreprise est appelée WM pour Walter Meunier. Les deux, ils sont très pragmatiques, quoi. Limite, ils l'auraient appelé V pour voiture, quoi. Voilà. Je vous parle de la P69 parce que ça résume assez bien l'état d'esprit des deux. Ils sont partis d'une base existante pour limiter les coûts, parce que je vous rappelle que c'est juste deux gars qui vivent leur passion dans un garage, hein, donc... On va se calmer un peu sur les ambitions d'aller aux 24 heures du Mans, ça c'est pour un petit peu plus tard. Et ils profitent de cette base de 204 facilement accessible, facilement réparable et facilement modifiable pour créer ce projet P69. C'est pas une Formule 1, ok? Ça ressemble à ça, c'est pas une Formule 1. On se calme, c'est juste un projet de deux mecs dans un garage pour essayer de faire du sport auto le week-end. Et en vrai, c'est cool! Sachez que c'est pas les deux premiers à faire ça, on a eu retrouvé ça chez plein de gens. Gordini, Abarth, Alpine, Venturi. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque à la faveur des règlements qui étaient très ouverts. On pouvait engager à peu près n'importe quoi en sport auto. Tu prends une base de 204, tu la vides, tu la lèches, tu l'aérodynamises et puis... Hop là! Et en vrai, trop bien! Ils font quelques courses en national qui se passent plutôt bien et ils se disent qu'en 70, ils vont remettre le couvert avec un projet, attention, vous n'avez pas idée. Attention, devinez le nom du projet Peugeot de 1970, attention. Attention, P70, bravo, yes! Yes! Putain! 1970, nouveau prototype qui devient un peu plus sérieux quand même, avec un vrai allègement, un vrai travail sur l'aérodynamisme et une vraie envie d'aller casser des culs. En fait, il s'avère que les deux, Meunier et Walter, se sont un peu pris à leur propre jeu. En fait, ils trouvent ça très marrant et surtout au sein de Peugeot, leurs collègues qui les aident sur leur temps libre trouvent ça très marrant aussi. Et en fait, les deux deviennent un peu les mascottes des ingénieurs de la boîte. C'est le projet des deux zinzins au fond et quand les gens ont un peu de temps, ils vont y travailler dessus. Et le pire, c'est que c'est con, ils roulent fort. En fait, au cours de l'année 1970, ils arrivent à faire quelques petites perfs un peu sympas. Attention, c'est pas les perfs de l'année non plus. Je vous rappelle que c'est une voiture artisanale, faite sur du temps libre avec un budget relativement limité. Mais par rapport à ce qui est investi, c'est vachement bien. Et surtout, ils commencent à faire parler d'eux, en participant aux courses les plus grosses qu'ils peuvent. Alors pour l'anecdote, ils vont même aller s'engager sur un petit format aux 24 heures du Mans qui s'appelle les 3 heures du Mans. Voilà. Alors c'est marrant, on dirait que c'est les préliminaires du Mans. Et c'était le cas. Ils faisaient rouler des
petits protos et ils se font un peu remarquer avec leur proto qui a franchement de la gueule. Alors ils se font aussi un peu remarquer parce que la plupart des gens pensent que c'est un truc engagé par Peugeot. Alors que non, c'est un projet engagé par Walter et Meunier. Mais la confusion se faisant, pas mal de gens se disent « Ah cool, Peugeot s'est engagé en course ». Ce qui va parfois leur être favorable, parfois défavorable. Et justement, chez Peugeot, ça commence à tirer un peu la gueule. Ça leur prend énormément de temps, la confusion fait que l'ambiance est pas toujours très bonne, et surtout, ils commencent à tourner un peu en rond. Bah ouais, en fait, l'idée de Walter et Meunier, c'est de faire les 24 heures du Mans. À force de participer à des petites courses comme ça et à se faire remarquer, les deux commencent à se dire « Ça serait quand même bien sympa de faire les 24 heures du Mans, les vrais. » Et nous sommes en 76. Il faudra attendre 5 ans pour que Walter et Meunier reviennent avec la WM P76. Et là, je vous arrête tout de suite. Ça ne rigole plus. Il n'y a plus aucune déconne. WM va péter des culs aux 24 heures du Mans. Walter et Meunier prendront 5 ans pour développer leur prototype, mais avec une idée très claire en tête. Ça ne rigole plus. Le temps de l'insouciance est fini. Walter et Meunier vont faire les 24 heures du Mans. J'ai l'impression de voir deux cons qui se sont pris au jeu de leur propre truc et qui vont finir par faire un truc beaucoup trop gros pour eux. Je ne pense à personne en disant ça. Ils ont mis 5 ans de travail. Ils ont accumulé l'argent et l'expérience pour enfin être engagés aux 24 heures du Mans. Ils l'ont fait, les cons. Ils l'ont fait. Ils ont créé leur proto. Bon, alors, ils sont dans la plus petite catégorie des 24 heures du Mans. Mais quand même, en vrai, c'est cool. La dernière WM faisait à peu près 100 chevaux. Celle-ci en fait quasiment 300. La dernière WM avait un 4 cylindres. Celle-ci a un énorme V6. Cette année, ça va chier. Cette année, WM va faire parler d'eux. Et cette année, WM va casser des culs. Et cette année-là, WM abandonne. Vous avez une fuite au niveau du réservoir. Puis ça fuyait sur la piste et puis ils ont été... Voilà. Alors, déjà, on va se calmer. C'est leur première année aux 24 heures du Mans. Ils ont quand même fait un sacré travail. La voiture n'était pas la plus performante, pas la plus fiable, et en plus ils abandonnent sur une panne mécanique. Et en 76, WM, ils rentrent chez eux. Gros couille. Mais si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit, WM, c'est exactement le même slogan qu'à Fort Boyard. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. 1977. WM revient avec la P77. Et toujours si peu d'originalité sur les noms. Alors, extérieurement, la voiture a pas beaucoup changé entre 76 et 77. Mécaniquement, la voiture a été fiabilisée, rigidifiée et surtout, pardon, ils y ont foutu un turbo. Non, bah là, non, il y a un fond vert là. L'année d'avant, il faisait à peu près 250, 260 chevaux, 350 chevaux. Je vous ai dit que l'histoire de WM, c'est que ça. Ils font un truc, l'année d'après, ils font 6 fois plus. Et on est qu'en 77. Il faut une course franchement honorable jusqu'à la 7e heure où la P77 abandonne pour panne mécanique. Alors cette fois-ci, c'est pas le réservoir, c'est l'embrayage. Voilà. Alors on change, on se fait plaisir. Heureusement, comme ils avaient encore la P76 de l'année d'avant en stock, ils l'ont aussi engagée cette année-là. Et la P76 termine la course. La P76 termine 15e au classement général et 2e de sa catégorie. En vrai, c'est incroyable. Pour une écurie qui a si peu d'expérience, c'est incroyable. Alors oui, c'est pas la voiture qu'ils ont développée pour cette année, c'est la voiture de l'année d'avant, donc ce qui est quand même un peu cocasse. Mais quand même, WM a réussi à participer aux 24 heures du Mans. WM a réussi à finir les 24 heures du Mans. Il leur manque une chose, gagner. Et en 79, WM va réaliser l'impossible. Avec leur prototype P79, ils remporteront les 24 heures du Mans dans leur catégorie. Ils y sont arrivés. C'est des ouf. À partir d'un truc fait dans un garage. Ils ont gagné les 24 heures du Mans. Dans leur catégorie, certes, mais quand même. Alors oui, ils ont pas fini premiers. Ils sont premiers de leur catégorie. Au classement général, ils sont 14e, puisqu'avant eux, il y a littéralement 13 fusées. Ouais, en fait, WM, ils se battent quand même dans la petite catégorie des 24 heures du Mans, puisque si vous ne le saviez pas, aux 24 heures du Mans, vous avez plusieurs catégories qui s'affrontent avec des voitures plus ou moins rapides. On retrouve ça dans beaucoup d'épreuves, comme au Paris-Dakar par exemple, où il y a même plusieurs types de véhicules. Là, WM, ils gagnent dans leur catégorie, ce qui est incroyable. Mais il y a encore de la marge. Et vous commencez à connaître nos deux zigotos. Gagner dans leur catégorie, c'est bien, mais ils pourraient
gagner les 24 heures du Mans. Et en 1980, il y a un petit événement qui va changer la donne. En fait, à la suite de leur victoire, Peugeot, c'est-à-dire vraiment la direction de Peugeot, va s'intéresser de très près à ce que font Welter et Meunier. Et ils se disent, attends voir 2 secondes, c'est quand même un peu cool ce qu'ils font les deux zigotos. Déjà, ça les empêche pas de travailler et de proposer des super projets pour la boîte, ça fait parler de nous en bien, et surtout ils commencent à avoir de l'expérience. Si quelqu'un leur donnait de l'argent, peut-être qu'ils pourraient aller se battre pour la première place. Ils ont littéralement dans leur entreprise des gens qui ont l'envie et la compétence d'aller se battre pour la première place. Seul truc qui leur manque, c'est un peu de budget. 1980, Peugeot sponsorise WM. La boucle est bouclée, ils ont été reconnus par la maison mère. Et là, ça va changer des trucs. Alors c'est vrai qu'il y a certaines entreprises où quand tu fais un truc sympa à l'intérieur, ils te virent. Mais il y a d'autres entreprises où ils sont moins cons. Et là, ça va devenir un poil plus costaud quand même. La P80 reprend globalement la base de la P79 de l'année d'avant, parce qu'elle est très bien. Sauf que cette fois-ci, Welter et Meunier ont un peu plus de temps, beaucoup plus d'argent et un constructeur derrière eux. C'est pour ça qu'il est possible que dans la P80, on retrouve un V6 biturbo de 500 chevaux. Et voilà, comme un Fort Boyard, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus con. En 1980, WM va réaliser une année de folie puisque sur les 3 voitures engagées, 2 finissent, ce qui est déjà pas mal, et dans les 2 qui finissent, ils ont une 4e place au classement général. Ce qui, 1, est exceptionnel, et 2, quand tu vois qu'en face, il y a littéralement Porsche, Ferrari et BMW, c'est un peu la classe quand même. C'est quand même incroyable de se dire que 2 Français avec beaucoup de détermination et un peu de budget arrivent à quasiment niquer Porsche, Ferrari et BM. Pardon, mais respect! Pardon! Dans cette daube là, dans ce truc de merde. En face, il y a la 512 BB. Le machin, c'est un missile sur roue. Ils arrivent à finir juste derrière avec ça. Merde! En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des voitures qui vont vachement vite. Et des gens vachement cons pour les conduire. Ouais! Pas mal, non? C'est français. Nous terminons l'année 1980, c'est la fête à la maison, c'est le champagne, tout ça. C'est fini! En fait, entre 81 et 87, WM va connaître une série de mésaventures qui vont faire que globalement, ça va devenir chiant. En fait, c'est un ensemble de petites raisons. Et dans cet ensemble de petites raisons, on a déjà dans un premier temps le manque de budget. Alors, ça peut paraître fou parce que je viens de vous dire que c'est sponsorisé par Peugeot et qu'il y a du budget, mais dans l'absolu, il n'y a pas du budget. Il y a un peu de budget. Les 24 heures du Mans, c'est une affaire de compétences, de fiabilité, de performance, mais aussi un peu de chance. Et il faut dire un truc, c'est qu'entre 80 et 87, WM n'aura pas de chance. Alors, attention, je dis pas qu'ils ont juste pas eu de chance. Mais si tu cumules ça à un manque de budget par rapport aux autres écuries, notamment Ferrari, Porsche et consorts, ça commence à devenir un peu compliqué. En plus de ça, les années 80 vont marquer l'avènement de la technologie du turbo. Et les années 80 vont marquer aussi l'avènement des disciplines sportives incroyables. Je vous en avais parlé il y a longtemps avec le groupe B. Mais dans les années 80, entre la F1, le rallye et l'endurance, le sport auto, c'est la folie. Et entre la montée en puissance des nouvelles technologies et la montée en puissance des constructeurs qui s'engagent tous sur le sport auto pour faire parler d'eux, les budgets explosent, les performances explosent et WM se retrouve... En fait, c'est pas eux qui ont régressé, c'est les autres qui ont explosé. La concurrence devient folle et comme WM stagne, c'est la merde. En plus de ça et en parallèle, à titre perso, Gérard Welter a beaucoup moins de temps à accorder à WM. Notamment autour d'un petit scandale de l'automobile autour du dessin de la 205. Je ne vais pas passer un temps infini sur ce sujet-là parce que ça fera peut-être l'objet d'un autre VTech, mais globalement je vous le résume. En gros, Gérard Welter sera pris dans un scandale, entre guillemets, on est sur une altercation entre 2 personnes, mais qui a fait quand même un peu de bruit. Au tout début des années 80, Peugeot est dans une merde noire et Peugeot va peut-être couler. Il leur faut un modèle pour relancer la gamme et ce modèle, ça sera la Peugeot 205. Ce que je suis en train de dire explique déjà qu'ils n'ont pas vraiment de budget à mettre dans WM pour faire en sorte qu'ils aient gagné les 24 heures du Mans, puisqu'il faut juste sauver la boîte de la faillite. Voilà, alors il y a des priorités des fois dans la vie. Et surtout, l'ambiance chez Peugeot à l'époque est un peu tendue. Peugeot demande à ses équipes de style de créer le dessin de la 205. Gérard Welter, qui est à la direction du département du style, va faire travailler ses équipes pour proposer un dessin. Et il se fera aider d'un certain Gérard Godefroy, qu'on connaîtra aussi pour l'aventure Venturi, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Gérard Godefroy a exprimé sa version des faits, et a
Apparemment, l'histoire serait que Godefroy a proposé une fois une maquette qui a été refusée par Walter parce qu'elle ne correspondait pas au style Peugeot. Il commence à se prendre la tête et Godefroy, il continue son truc, pif paf pouf. Walter est bien gentil, mais me casse les couilles, il râle tout le temps, c'est un con et puis il a pris la grosse tête avec ses histoires des 24 heures du Mans. Il travaille donc sur une maquette. Maquette qui disparut. Ouais, en fait, un jour, Godefroy, il vient au boulot, et la maquette sur laquelle il bosse a disparu. Godefroy va donc demander à Walter, en lui disant, dis donc, où est-ce qu'elle est ma maquette? Sauf que c'est Walter qui l'a volée. Alors, voilà, on est un peu sur des gamineries. Walter a littéralement volé la maquette, et aurait dit à Godefroy, alors je cite Godefroy, en 78, je me suis absenté une journée, à mon retour, ma maquette avait disparu de la table de travail, j'ai demandé des explications à Walter, l'échange fut houleux, le ton monta très vite. Dans une colère non contenue, il me jura que je ne reverrai jamais ma maquette. Et effectivement, personne ne la revit. La violence de l'altercation était telle que j'ai quitté les lieux immédiatement. C'était un vendredi. Je suis revenu le lundi suivant, mais j'avais envoyé ma lettre de démission pendant le week-end. Super ambiance, vous en conviendrez. L'histoire aurait pu s'arrêter là, la nuance que Walter a proposé une maquette à Peugeot pour le dessin de sa 205. Et il est possible que cette maquette soit celle de Godefroy. Celle qu'il a volée la semaine avant. Je vous laisse vous faire une idée de la gueule et de l'odeur de l'ambiance qu'il y avait à cette époque. Paraît-il que Gérard Walter n'était pas très chouette comme gars. Alors, on n'a qu'une version de l'histoire, puisque Gérard Walter ne s'est jamais exprimé là-dessus. Et Godefroy ne peut plus le piffrer. Donc, dans le doute, on va dire qu'ils s'entendent plus trop. On souhaite effectivement que Walter et Godefroy se rabibochent un jour. On attend encore la version de Gérard Walter, qui nous a quittés il y a quelques années déjà. On attend encore, voilà. Les années s'enchaînent pour WM aux 24 heures du Mans et les résultats sont... Alors, soit je suis poli et je dis mitigé, soit je vous dis que c'est de la merde. Et c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la pure merde. Entre 81 et 87, c'est soit des abandons, soit des 18e places. Entre le manque de budget, le manque de temps, le manque de fiabilité et la concurrence qui devient folle, WM patauge. En fait, WM patauge et il patauge tellement pendant tellement d'années que WM se rend à l'évidence, la concurrence est devenue trop forte et ils n'auront ni le budget ni le temps pour aller se battre pour la première place face aux gros participants. Alors c'est super triste dit comme ça, mais c'est vrai, WM abandonne son rêve. Rien que vous le dire, ça me fait une peine folle, j'ai envie de chialer. Mais WM abandonne pas tout. Non, bah quand même, je vous l'ai dit, WM ça reste des gros blagueurs et WM, ils ont quand même envie d'aller foutre la merde. WM, ils ont envie d'aller se battre et de marquer un peu l'histoire. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont déjà terminé les 24 heures, ça on s'en fout. Ils ont déjà gagné dans une petite catégorie, ça on s'en fout. Ils ne peuvent pas gagner dans une grosse catégorie. Et du coup, ils se posent la question comme vous, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire pour marquer l'histoire? Et la réponse, ils vont la trouver très rapidement. Le circuit des 24 heures du Mans est légendaire pour plusieurs raisons. Je vous en ai parlé déjà il y a quelques années, mais si vous aviez oublié, le circuit des 24 heures du Mans se passe sur des routes départementales. Encore aujourd'hui, le circuit des 24 heures du Mans est praticable en grande partie, puisque c'est littéralement la départementale. Et l'un des endroits les plus connus de la départementale s'appelle la ligne droite des Hunaudières. C'est une ligne droite qui va jusqu'à la ville de Mulsanne, qui donnera d'ailleurs son nom à une Bentley. Et c'est une ligne droite qui fait 5 km. S'il ne fallait retenir qu'un endroit légendaire du circuit des 24 heures du Mans, parce qu'en fait il y en a tellement qu'au bout d'un moment t'es obligé de trier, mais bref, l'endroit qu'il faudrait garder serait quand même la ligne droite des Hunaudières. C'est une pure ligne droite de quasiment 6 km sur une départementale. Le reste du temps, il y a des ronds-points au milieu pour desservir les quelques magasins, mais lorsque c'est l'époque des 24 heures du Mans, ils ferment et ça devient un toboggan le bordel. Vous avez plusieurs catégories qui s'affrontent et littéralement des bagnoles de folie qui se dépassent, mais parfois avec 50 km/h d'écart. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans cette ligne droite de quasiment 6 km, les voitures prennent 380 km/h. 380 ! C'est plus rapide que les Formule 1 même actuelles. C'est plus rapide que toutes les disciplines de sport auto, même le NASCAR, même l'IndyCar. Chaque fois qu'ils passent dans la ligne droite, ils prennent 3,80 pendant 24 heures d'affilée. Incroyable! Les 24 heures du Mans, c'est ça! C'est littéralement le périph' parisien, mais la différence de vitesse, c'est pas entre 60 et 70, c'est entre 320 et 380! Et WM se dit, est-ce qu'il serait pas temps de passer la barre des 400 km/h? Je les aime si fort! Ils sont fous! En fait, le record actuel était à 386, ce qui est déjà
un poil costaud, et ils se disaient ce qu'on serait pas à ça de passer les 400. Et surtout qu'en passant les 400 km/h, ils auraient déjà le record aux 24 heures du Mans et le record de l'histoire des sports automobiles. Ce serait la première fois qu'une voiture enregistre une vitesse si élevée pendant une compétition officielle. Et c'est ainsi que naît le projet 400. En 87, c'est décidé, WM va battre le record de vitesse dans les Hunaudières. La voiture sera développée spécifiquement pour battre cette vitesse. Et la voiture, même si elle ne sera pas la plus performante de la grille, sera amenée à être la voiture la plus rapide jamais enregistrée dans une compétition. Alors, pour vous dire jusqu'où c'est allé, ils ont développé le projet P87 aux dépens de la performance. Et ce qui est fou, c'est que dans ce projet P400, WM abandonne littéralement l'idée de finir premier. Par exemple, l'aérodynamique de la voiture doit être travaillée pour qu'elle aille le plus vite possible, pour qu'elle ne s'envole pas, même si c'est déjà arrivé, et pour qu'elle puisse être la plus maîtrisable possible, même à très haute vitesse. Et en passant littéralement tout leur week-end dans la soufflerie de Peugeot, j'adore le concept, ils se rendent compte que le meilleur moyen d'atteindre ça, c'est de caréner les roues arrière pour que l'air s'écoule le plus facilement possible. Ce qui certes est efficace à haute vitesse, mais qui est une horreur quand il faut changer une roue. C'est quoi ça? Regarde ça! Regarde ça! Ça n'a aucun sens, comment tu changes une roue là-dessus? Mais ils s'en foutent! Ils vont passer littéralement 10 fois plus de temps que les autres pour changer les pneus, mais ils s'en tapent! Ils sont pas là pour faire premier, ils sont là pour faire 400! Le moteur, même chose. Les concurrents sont entre 500, 600, voire 700 chevaux. WM, c'est 900 chevaux. Ça va consommer de fou, donc ils vont passer littéralement leur journée au stand à refaire le plein. Ce sera beaucoup moins fiable que les autres, beaucoup moins facile à gérer, mais c'est pas grave. Mais le but, je vous le rappelle, est de passer les 400. Ils vont même aller jusqu'à développer un pneu en partenariat avec Michelin, exprès pour ce record. Oui, ce pneu ne sera pas le plus performant de la grille, mais ce sera le seul pneu capable de prendre 400 sans exploser. WM prépare le projet P87 et il est presque prêt. Il ne leur reste qu'une chose, c'est convaincre l'ACO d'installer un radar pour prendre la mesure de vitesse. Alors ça, j'ai pas compris. Ils ont vraiment essayé de convaincre la direction de course d'installer un radar pour pouvoir enregistrer leur record de vitesse. Et ils vont avoir l'autorisation. Une autre époque. Nous sommes en 87. WM présente la P87 aux essais des 24 heures du Mans. WM est prêt à exploser le record. WM se lance dans la ligne droite des Hunaudières et WM passe devant le radar à 356 km/h. Voilà, en fait, le proto, il n'était pas tout à fait au point parce qu'ils l'ont sorti très vite pour que ça soit raccord avec les 24 heures. Et en fait, la voiture, elle marchait pas bien. Donc, ils ont atteint 356 au max sur plusieurs essais. Vous pensez que c'est peut-être très con? Je vous rassure, ils sont passés pour des cons, mais d'une force. En fait, l'erreur de WM, c'est qu'ils ont commencé à communiquer là-dessus avant d'essayer de prendre 400. Les journalistes sont là, attendent les résultats, et quand ils voient marqué 356 dans la ligne droite, ils se foutent un peu de leur gueule. Ce qui aura le don d'énerver un tout petit poil WM. Et c'est 8 jours avant que WM va faire un truc. Alors là, pardon, excusez-moi, je me mets là. Je les aime. Nous sommes la semaine avant les 24 heures du Mans. WM veut prouver, WM veut montrer que sa voiture est capable d'atteindre les 400 km/h. Mais vous allez me dire, c'est bien gentil. Aucun circuit n'est capable d'accueillir une vitesse de pointe de 400 km/h. C'est vrai ça? Tu le fais où? Il faut littéralement plusieurs kilomètres de ligne droite pour atteindre 400. Et il n'y a aucun circuit en France capable de faire ça. Genre le truc le plus proche où tu peux prendre 400, c'est sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Le 4 juin 1987, WM ferme un tronçon de l'autoroute A26, au niveau de Saint-Quentin très exactement, pour réaliser son record de vitesse. C'est pas une blague. WM ira jusqu'à fermer un tronçon d'autoroute pour faire le record de vitesse dessus. Si je pouvais leur dire à quel point je les aime, il y a un reportage qui existe de ce record et WM va littéralement atteindre 416 km/h sur un tronçon d'autoroute. C'est pas une blague. Quand je vous dis qu'on est né à la mauvaise époque, quand je vous dis qu'on est né trop tard, merde! Alors attention, je vous le reprécise, la P87 qui a réalisé ce record à cet endroit-là était peut-être un peu préparée. Il est possible qu'elle soit un peu abaissée, un peu modifiée. Il y a peut-être un peu plus de 1000 chevaux cette fois-ci. Et il est possible que certaines prises d'air aient été colmatées au point que la voiture est arrivée au bout de la ligne droite en surchauffe pure. Ce qui fait que c'est pas idéal pour les 24 heures du Mans.
puisque ça dure, je le rappelle, 24 heures. Mais c'est pas grave, le projet P87 atteint 416 km/h. WM est prêt à battre le record. Et ils vont pas y arriver. Ouais, alors, là c'est le moment où tu mets tes bras comme ça, là, et ah, hein? Comment ça? Je dis pas que c'est arrivé, hein, mais il est possible que la P87 ait bouclé 13 tours avant d'abandonner. Arrêtez de rigoler, merde! Comme je vous l'ai dit, la voiture était adaptée pour faire des records de vitesse. Et pas vraiment des records d'endurance ni de fiabilité. De façon assez peu étonnante, au bout du 13e tour, la voiture explose un peu, ouais. Ouais, il y a peut-être un turbo qui est passé à travers, ouais. La panne est telle que la voiture est irréparable et WM abandonne au bout du 13e tour, sans même avoir atteint les 400. Alors ça c'est le deuxième problème, la voiture a été enregistrée au maximum à 380 km/h. Alors déjà c'est pas les 400 promis, et en plus c'est même pas à la hauteur du record d'avant. En fait, pour l'anecdote, il y a une petite embrouille entre l'ACO, l'organisation, et WM, puisque le radar qui avait été installé par l'organisation ne sera pas assez précis. C'est-à-dire qu'en fait, le radar avait du mal à mesurer la vitesse, tellement elle était élevée. Ce qui fait que, d'après le radar, la voiture a atteint 381 km/h. Ce que WM réfutera fortement en disant que leur voiture avait atteint 407, selon leurs calculs. Voilà, alors après, du coup, il y a une discussion qui s'est engagée entre l'organisation et WM, et ils ont conclu qu'en calculant, ils avaient peut-être atteint 387, mais sans preuve. Donc ils ont peut-être leur record d'1 km/h, mais c'est pas prouvé. Voilà, tout ça pour vous dire que l'année 87 est à chier. Mais nous arrivons à l'année fatidique, 1988. On aurait pu croire que 87 avait un peu dégoûté tout le monde. Non. 88 y reviennent avec une bagnole encore plus puissante, encore plus aéro et encore plus performante. Parce que pourquoi pas? En 88, WM arrive avec son projet P88 et cette fois-ci, ça va chier. La voiture est optimisée pour la vitesse max et même si la voiture, ironiquement, n'est plus soutenue par Peugeot, en fait, ils ont vu le cirque là, parce que ça s'appelle un cirque, il faut dire les termes, hein. Ils ont vu le cirque et ils se sont dit, les enfants, on va pas participer à ça. Hein. Ah non, on va pas participer au fait qu'un mec va s'enguirlander au bout de la ligne droite à 400 km/h et qu'on va littéralement le retrouver arraché Parmentier. Hein. Non, c'est pas sponsorisé par Peugeot ça. Hein. Mais alors écoutez, personne n'en a rien à foutre, 88, projet P88, la voiture se lance dans les Hunaudières. Et devinez quoi? Eh ben ils sont toujours pas 400. Ouais, alors ça c'est un autre problème. À peine arrivé qu'ils s'embrouillent déjà avec l'organisation, le radar a encore mesuré 387. WM assure que le compteur de la P88 affiche bien plus de 400, mais le radar affiche 387. Et même quand il calcule, les 400 sont pas là, hein. Mais WM reste confiant. C'est la journée des essais, la P88 semble bien fonctionner, les conditions météo semblent idéales et surtout en 88, la piste a été entièrement refaite, ce qui fait que globalement c'est un billard. S'il y a une année pour réussir le record de vitesse, c'est celle-là. La P88 se lance et après quelques tours, la P88 rentre au stand. Problème de fiabilité, tout ça. Chez WM, ils vont travailler comme des fous pour faire en sorte que la P88 reparte. Et ils y arrivent. Il est un peu plus de 20 heures et WM se lance dans la ligne droite. WM lance leur pilote le plus con, voilà, alors je préfère vous le dire comme ça, hein, Roger Dorchy était un très très bon pilote, mais un mec aussi complètement zinzin. Ils lancent leur meilleur pilote, la voiture réparée, et elle a peut-être été un poil optimisée pendant son passage au stand. Ils n'avaient pas prévu de faire le record du plus grand nombre de tours, hein. Ça c'est... Non, non. Non. 20h46, la P88 se lance dans les Hunaudières à bloc. Dorchy met pied gaz du début à la fin des Hunaudières et le radar qui a été changé exprès pour l'occasion flash à 407 km/h. 407 km/h relevé officiellement au radar. Et d'après WM, plus de 400 va au compteur, mais bon, ça vous commencez à connaître. Hein. En gros, WM, il rajoute 30 partout. Dans le doute, on sait jamais. À 407 km/h, c'est littéralement la vitesse la plus élevée jamais enregistrée en sport automobile. Pour vous donner un ordre d'idée, la vitesse la plus haute jamais relevée en Formule 1, c'est 378 km/h. La vitesse la plus haute relevée par la Ferrari qui a gagné au Mans cette année, c'est 347. WM claque un 407 km/h et WM remporte le record de vitesse le plus incroyable de l'histoire de l'automobile. Bon, il est possible que quelques tours plus tard, la P88 ait abandonné.
Mais le record est là. Le record est rentré et pour vous spoiler un petit peu la fin, ce record en 2024 tient toujours. La vitesse la plus élevée jamais enregistrée en sport auto est toujours dans les mains de Welter et Meunier. C'est encore aujourd'hui la P88 qui possède ce record. Déjà que quand je vous le dis aujourd'hui c'est incroyable, à l'époque c'était fou. Tellement que pendant l'édition 88, à la fin on ne parle que de ça. Ils ont passé les 400 km/h. Quand je vous dis que tout le monde ne parle que de ça, c'est vraiment littéral. Même Peugeot, qui s'était désengagé du projet, ira jusqu'à rallier le record de WM pour propulser la sortie de la 405, ce qui donnera lieu d'ailleurs à l'une des anecdotes les plus célèbres de l'automobile, avec cette pub où c'est marqué que la voiture elle a atteint 405. Ça c'est l'une des anecdotes que j'étais obligé de vous raconter quand même. Peugeot sera tellement impressionné par le record qu'ils iront jusqu'à contacter WM en demandant s'il n'y a pas moyen de faire une petite OP commerciale. Et à l'époque ils étaient en train de lancer la Peugeot 405, voiture sur laquelle d'ailleurs j'ai appris à conduire. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette anecdote, j'en ai rien à foutre. Et le record, pourtant à 407 km/h, sera vendu dans la presse à 405 pour soutenir la Peugeot 405. C'est assez incroyable. Le record est tellement haut qu'ils se sont permis de le rabaisser pour soutenir une voiture qui avait le même nom. Pourquoi pas? Tout le monde ne parle que de ça et WM en 88 est sur le toit du monde. WM a réussi son pari et WM a réussi à marquer l'histoire du sport automobile. Et c'est malheureusement la fin de l'aventure WM. Je suis désolé, mais toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement, ça s'arrête quasiment là. Alors, quasiment parce que c'est pas tout à fait la fin. Alors déjà, WM s'engagera en 89 avec une P87 et une P88 très légèrement modifiées, mais ça n'y fera rien, les performances seront toujours... En fait, cette année-là, le but n'était même pas de battre le record de vitesse. Déjà parce qu'ils l'avaient fait l'année d'avant, et surtout parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils n'y arriveraient pas. Ils se sont quand même rendus compte que le coup des 407 km/h, c'était un peu un coup de chatte. La météo était favorable, le trafic était favorable, la voiture était réglée pile poil pour. Et en 89, WM veut juste essayer de ramener la voiture à la maison en finissant les 24 heures du Mans. À partir d'une voiture faite pour ne pas finir les 24 heures du Mans, c'est quand même osé. Et devinez quoi ? Abandon. Et en 89, c'est officiel, c'est la fin de WM. Alors, cette fin s'explique par plusieurs raisons. Déjà, puisque les budgets en 87, 88 et 89 étaient très élevés et WM n'était pas en mesure de soutenir un effort plus longtemps que ça. Ensuite, Welter et Meunier ont décidé de poursuivre leur chemin séparément puisque les deux à la tête de l'entreprise ne voulaient plus vraiment les mêmes choses. Les deux conviennent qu'ils ont fait le tour d'un truc et de façon générale, l'organisation ne leur aurait laissé pas vraiment les moyens de continuer. En fait, l'ACO, qui gère les 24 heures du Mans, a eu peur d'une chose. Ils se sont dit, imagine si tous les cons commence à faire comme WM. Imagine si tous les participants commencent à essayer de taper des 400 km/h d'affilée pendant 24 heures. Est-ce que vous imaginez les contraintes sur les voitures, sur les moteurs, sur les pneus, à prendre 400 km/h à chaque tour pendant 24 heures? Et voyant un danger immense arriver, l'ACO décidera d'installer dans la ligne droite 2 chicanes qui existent encore aujourd'hui. Si aujourd'hui la ligne droite des Hunaudières est coupée par 2 chicanes, c'est à cause ou grâce à WM. C'est quand même incroyable de se dire que si aujourd'hui l'un des circuits les plus mythiques au monde et l'une des épreuves les plus reconnues du monde possède 2 chicanes dans sa ligne droite, c'est à cause de 2 Français qui ont fabriqué une voiture dans leur garage et qui travaillaient chez Peugeot. Je trouve l'histoire incroyable. Et un poil culotté de la part des gens qui installaient le radar pour mesurer la vitesse quelques années avant. Voilà, c'est ce qu'on appelle le culot dans le jargon. Pour votre anecdote aussi, ça n'empêchera pas les voitures de s'envoler un peu plus tard, puisque je vous remets l'image de la Mercedes CLR qui ira littéralement s'envoler avec perte et fracas, puisque l'accident sera mortel. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard de ça aussi. Et c'est ainsi que WM s'arrête. Alors l'épilogue de cette histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'a laissé WM dans l'histoire de la bagnole? Lorsque WM a fermé, la P88 a été donnée à Heuliez sans son moteur et elle a été un peu désossée. Et il faudra attendre quelques années pour que son propriétaire la remette en route et la rende fonctionnelle, à tel point que l'ACO a accepté de l'exposer au musée des 24 heures. Et c'est une voiture qu'on pouvait voir au musée des 24 heures du Mans. Et elle a été exposée pendant le centenaire. C'est cool, la voiture existe encore, c'est chouette. Gérard Welter, lui, de son côté, ne voudra pas arrêter le sport auto et créera Welter Racing WR, qui est la suite spirituelle de WM, à la nuance qu'ils essayent pas de faire des records de ligne droite. Maintenant, ils essayent de faire rouler les voitures au méthane. Au méthane, c'est-à-dire littéralement un truc dérivé des pets de vache.
la vie. Aujourd'hui, Walter Racing est une petite écurie qui existe encore aujourd'hui et qui crée des concepts et des prototypes divers et variés. Ils font de la course, ils s'amusent. Et en 2024, aujourd'hui, la P88, c'est une histoire formidable, une aventure de folie française et surtout un record de vitesse, un circuit légendaire modifié pour pas que ça devienne trop risqué et surtout un record de vitesse qui, encore aujourd'hui, est invaincu. Et pour terminer ce VTEC, malheureusement, je pense que ce record ne sera jamais battu. En fait, aujourd'hui, il n'existe plus d'endroit ni de voiture adaptée pour prendre 400 km/h pendant une compétition automobile. Alors attention, c'est pas le record de vitesse d'une voiture, puisque la dernière Bugatti Chiron a quasiment fait 500. Mais on parle d'une voiture de série dans un cadre autre que celui d'une compétition de sport auto. Ce record, bien sûr qu'on sait faire plus vite, mais on ne sait pas faire aussi vite pendant une course officielle. Et malheureusement, il n'existe plus aujourd'hui de circuit capable d'accueillir une telle vitesse de pointe, puisque la plupart des lignes droites qu'on trouve aujourd'hui sur les circuits font moins de 3 km et c'est vraiment trop court pour atteindre 400. Et surtout, beaucoup de réglementations sont passées par là, beaucoup de drames sont passés par là, et il n'existe plus vraiment de voitures avec les capacités d'atteindre 400 en toute sécurité. Ce qui fait que ce record, à mon sens, ne sera jamais battu. Et c'est sur cette note un tout petit poil triste que je vous quitte. Voilà, c'était l'histoire de WM et de l'incroyable P88. Ça faisait des années que j'avais envie de vous en parler et j'espère que vous avez apprécié ce VTEC. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Pensez au pouce bleu, pensez aux commentaires, pensez à dire ce que vous en avez pensé, pensez à dire en dessous les prochains sujets que vous voulez aborder et si vous avez envie qu'on aille taper 450 dans une ligne droite. J'en serais ravi. Je sais pas comment, mais j'en serais ravi. Merci de m'avoir regardé et puis, gros bisous. Il est vraiment trop petit ce fond vert. J'en ai ras le cul. C'est un enfer. Le fond vert il fait ça. Je peux pas bouger les bras. Comment je suis censé interpeller les gens et les engueuler? Connard.